Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bienvenue au podcast Le Jeu. Le Jeu est une série diffusée par TVA qui s'intéresse aux franges extrêmes de l'univers du gaming. Le gaming est un monde que moi j'adore. Je m'appelle Fred Bastien et je dois l'avouer, moi sans Pokémon, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Sans Pokémon qui m'a appris à sociabiliser dans la cour de récréation en faisant des échanges de cartes et de Pokémon virtuels. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a une expérience impeccable avec l'univers des jeux vidéo de nos jours. Et les jeux vidéo se mêlent aux réseaux sociaux et c'est parfois, encore une fois, dans des franges extrêmes de ces mondes où on a le plus bas de l'humanité. Et aujourd'hui, on va en discuter avec deux experts. Judith Lucier, premièrement, merci infiniment d'être là, Judith. Bonjour. Super apprécié. Collègue et ami et spécialiste en troll quand même. On pourra en parler de long et en large. Malgré moi. Oui, voilà. Malgré toi. Et Philippe Rosteng, concepteur scénariste interactif, donc un habitué du monde interactif des jeux vidéo, mais aussi qui a travaillé sur la série. Tout à fait. Donc oui, concepteur depuis une dizaine d'années, gamer depuis une trentaine d'années moi aussi. Et oui, j'ai été consultant officiel un peu pour la série. Voilà, et donc amoureux de ce domaine, mais qui est quand même qui mérite d'être éclairé à certains endroits. Amoureux malgré moi. Voilà. Puis Judith, les gens connaissent tes opinions, ta spécialité certaines envers le féminisme, ton humour bien sûr, ta sagesse parfois, mais t'es aussi une gameuse. Un petit peu, ouais. Je joue pas à des jeux réseautés en ligne avec des trolls. Là. Moi, j'ai une NES classique, puis je joue aux jeux par nostalgie de mon enfance. Là. Donc Zelda, on glisse à l'oreille Dr Mario. Dr Mario, une grosse fan de Dr Mario, un endroit où il y a pas beaucoup de trolls, beaucoup de maladies à guérir. Exact. Beaucoup de virus en tant que tel. Vous avez écouté le deuxième épisode de la série, quand même assez intense. Moi, ça m'a fait vivre du stress post-traumatique. Littéralement. Parce que on y arrivera très bientôt, mais toi, t'as vécu là, littéralement des choses que Marianne vit dans la série. Oui, pas aussi pire. Ce qui est illustré dans la série, c'est assez extrême. Moi, j'ai pas eu des menaces de mort, des menaces de viol. J'ai pas eu... j'ai jamais senti que ma sécurité était en danger, mais j'ai vécu ce que c'est, mettons, d'être dans un party de famille, puis tu te sens à l'abri parce que t'es dans ta famille, puis là, oups, tu reçois un texto, puis c'est vraiment, ou pas un texto, mais une notification, mettons, sur Facebook, puis c'est comme... Ça scrape ta journée. Scraper ta journée. Oui, Chercher un mot plus joli que scrap. Ouais. Moi, je dis, tu dis que tu t'es quand même reconnu dans certaines choses qui arrivent à Marianne. J'espère que tu t'es jamais réveillé blackout d'un lendemain de gala. Oui, mais c'était la faute de personne. Non, ça m'est jamais arrivé. Puis finalement, l'entourage de Marianne s'inquiète pour elle. Catherine, l'amie avocate de Marianne, essaie d'envoyer des mises en demeure pour faire supprimer l'application parodie sexuelle du jeu de Marianne. Et l'épisode se termine alors que Marianne reçoit un texto qui dit « La prochaine fois, je ne te manquerai pas ». On a un extrait de Marianne qui refuse d'aller voir la police, qui minimise, qui dédramatise parfois un peu. Fait que si j'ai été droguée, c'est probablement par lui. Puis c'est peut-être lui qui a hacké mon compte Zeta, puis qui s'est fait passer pour Catherine pour essayer de me piéger, là. Puis Julien, il y a un masque Zeta. C'est sûr que si on s'en va à la police avec ça, ça va rebondir au studio, là. Oui, mais qu'est-ce que tu dis là? On s'en fout du studio, là. Je veux dire, s'il y a un maniaque qui utilise le jeu pour violer des filles, j'aime autant que ça se sache. J'ai pas été violée, OK? J'ai peut-être été droguée, puis ça même là, on le sait pas, là. S'il te plaît. Ça a tellement pas d'allure, ce soir-là. On va leur dire quoi, la police, nous autres, là? On va leur dire que... Que quoi? Que j'ai été victime d'un complot, que mon téléphone a été piraté, que je me suis fait droguer, que ça tient pas de bout. C'est sûr qu'ils vont rire de nous autres, là. OK, Marianne. Regarde. Marianne.
forcerai jamais, là. Mais personne ne ferait de toi si on va voir la police avec ça, là. Mais non. Et l'entourage de Marianne s'inquiète pour elle. Bon, Judith, t'as eu à subir des trolls qui s'en prennent, peut-être on se doute, à tes positions féministes. Philippe, vous êtes basé sur la réalité pour créer la série. Je pense que t'avais un pied dans l'industrie de l'électronique, des jeux vidéo, peut-être plus que dans l'industrie des trolls en général. Donc des expériences complémentaires. Mais ma question s'adresse un peu à vous deux. C'est donc crédible ce qui se passe dans la série? Tout à fait, oui. Ouais, moi, j'ai pas vécu autant de violence. Par contre, on l'a vu ça avec le Gamergate. Les filles en jeux vidéo, effectivement, reçoivent des menaces de viol, de mort. Moi, c'est jamais allé jusque-là quand même. Je suis chanceuse, mais tu sais, des moments où tu te demandes où faut que tu ailles à la police ou pas, ou si tu prends un après-midi pour aller faire ça, ou si c'est assez grave. Tu sais, la limite, des fois, c'est pas facile à jauger. Ces questionnements-là, moi, je les ai eus. Puis on recevait au premier épisode Stéphanie Harvey, professionnelle du jeu vidéo. Elle, quotidiennement, reçoit des menaces, puis souvent des choses aussi intenses que ce que tu viens de décrire, là, des menaces de viol, des menaces de mort. Donc ça arrive définitivement. Philippe, c'était quoi ton rôle sur la série? Parle-nous en premier juste de ton background là, avant de travailler sur la série, de ton expertise dans le domaine, puis qu'est-ce que tu peux apporter au scénario puis à l'équipe? Sure, bien sûr. C'est ça. Moi, forcément, j'ai travaillé dans l'industrie des jeux vidéo. Je travaille encore. Pas dans l'industrie des trolls qui, heureusement, n'existe pas. Ils sont pas encore rendus là. Mais c'est ça. Moi, comme je dis, bon, je suis gamer depuis que je suis très jeune. Il y a à peu près 10 ans, je suis arrivé à Montréal. J'ai étudié puis j'ai voulu commencer à travailler dans l'industrie des jeux. J'ai travaillé à plusieurs endroits, des petites, des grosses compagnies. J'ai eu la chance quand même beaucoup de travailler plus avec des petites boîtes, ce qui est quelque chose qui, moi, d'un point de vue de travail créatif, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais aussi, et c'est ce dont je me suis rendu compte avec le temps aussi, c'est que j'étais un peu à l'abri de beaucoup du sexisme et la discrimination et du harcèlement qui existe dans l'industrie, duquel j'ai quand même été témoin et à travers des collègues, des amis, des gens avec qui je travaille, des gens avec qui je parle, avec qui je corresponds dans les réseaux sociaux. Mais heureusement, moi-même, j'ai été dans des environnements où ça n'a pas été trop présent. Donc, il y a aussi ce côté où on parle de l'industrie des jeux vidéo et des fois on peut avoir l'impression que c'est toujours comme ça. Il y a quand même des boîtes, ici à Montréal, beaucoup de petites boîtes indépendantes où ça se passe vraiment pas si mal que ça. Mais on peut pas nier le fait que ça se passe au quotidien. Donc oui, moi je travaille dans des je fais du testing pour des gros jeux, StarCraft 2, NBA, des trucs comme ça. J'ai travaillé chez EA aussi dans le temps. Après ça, j'ai fait beaucoup des petits jeux promo, des jeux éducatifs pour les enfants. Le plus gros titre sur lequel troll chez les enfants, hein? Un peu moins. Oui, c'est ça. Les jeux éducatifs, ouais, d'habitude, c'est pas trop mal. À Dibou, ça suscite pas de colère vraiment. Les Zombini, les vrais se rappelleront. C'est ça. J'ai l'impression que pour les filles dans le domaine du jeu vidéo, plus tu gravis les échelons, plus tu es exposé à ce genre de troll parce que tu prends une place. C'est pas vrai, là, mais je veux dire, dans l'esprit de ces trolls-là, tu prends une place qui te revient pas. Dans l'esprit du Boys Club, tu voles une place aux boys. Oui, exactement. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi, même quand on dit, tu sais, gamer, toi-même, tu as parlé de toi comme en tant que gamer plutôt, et tu sais, on a tendance à penser le mot gamer, ça s'applique à ce genre de joueurs-là, un peu les gars qui jouent depuis longtemps, mais moi, ce que j'aime aussi, ou ce que j'essaie de dire, c'est que gamer, les gens qui jouent des jeux vidéo, a priori, c'est une gamme extrêmement vaste de gens, vraiment. Il y a toutes sortes de gens qui jouent à toutes sortes de jeux ces jours-ci. Et qu'il faut pas nécessairement, et que beaucoup de ces gars qui jouent les jeux vidéo depuis qu'ils sont tout petits, croient encore que c'est un peu leur bastion, leur domaine à eux, juste de jeux qui plaisent un peu à leur sensibilité, juste de gars masculines, des trucs violents, etc. Et qui oublient que, oui, tu sais, il y a plein d'autres gens qui jouent dans les jeux, qui adorent les jeux, etc. Et pour les femmes, je trouve, tu sais, en fait, t'as deux aspects aussi, parce que t'as le trolling qui se déroule de la part des joueurs. Donc, si si une femme joue aux jeux vidéo ou travaille dans les jeux vidéo, elle va se faire insulter, harceler à un moment donné, tu sais, tôt ou tard, ça va arriver. Si elle joue un jeu vidéo en ligne, Stéphanie en a sûrement parlé avant, que d'autres joueurs vont l'insulter juste parce que c'est une fille. Ben, tu vois, c'était super intéressant, puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Stéphanie, effectivement, on a beaucoup parlé de ce qu'elle vit en tant que professionnelle du gaming, de vedette du gaming, carrément. Ouais, elle joue, mais elle est programmeuse aussi. Oui, mais exact. Elle a travaillé 10 ans pour une grande compagnie montréalaise, puis même elle a continué de nous en parler une fois qu'on est sorti des zones, là.
là, on est des gens passionnés, on aime ça continuer de discuter. Puis elle nous disait qu'effectivement, même des amis qu'elle a aujourd'hui, qui ne la connaissaient pas à l'époque, quand elle est entrée sur le marché du travail dans l'industrie des jeux vidéo, étaient extrêmement sexistes avec elle à l'époque. Et ils ont dû apprendre à comprendre leur propre comportement. Puis, bref, selon moi, c'est une belle histoire parce que ça démontre qu'on peut changer. On peut améliorer les conditions, puis on peut faire des cas d'introspection. Mais aussi, ça démontrait que même moi, qui a travaillé 3 ans chez Ubisoft, je me reconnais dans ce que tu décris quand tu dis que j'ai complètement été à l'abri de cet univers. Puis, en étant simple témoin, parfois ça fait longtemps, puis j'étais jeune, puis j'ai pas vraiment de situation précise où je me suis dit j'aurais dû intervenir, mais c'est important de rappeler aux gens que je pense que sur Internet aussi on est aussi complice quand on ne dit rien, n'est-ce pas, Judith? Oui, mais tu sais, sur Internet aussi on a des comportements inadéquats des fois, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, je veux dire, la façon qu'on se comporte sur Internet, souvent on va dire des choses sur un ton beaucoup plus agressif que ce qu'on dirait face à face, parce qu'il y a une espèce d'écran, mais littéralement il y a un écran qui nous sépare de notre interlocuteur, qui fait en sorte qu'on dirait que nos qualités humaines soudainement disparaissent parce qu'on est derrière un clavier. Puis ça, moi j'en suis coupable aussi, tu sais, des fois il faut que je me rappelle, c'est nécessaire ce ton-là condescendant, agressif, etc. Je pense que tu sais, on doit tous apprendre à s'exprimer avec plus de bienveillance sur les réseaux sociaux. C'est une éducation qui est à faire. Puis j'ai l'impression que les plus jeunes générations qui s'en viennent vont être meilleures que nous là-dedans parce qu'ils ont vécu de l'intimidation sur les réseaux sociaux quand ils étaient petits, parce que c'est là-dedans qu'ils ont grandi. Fait que nous, on apprend ça un peu sur le tas, puis nos parents, ben laisse tomber, là, des fois, sont un peu plus off encore que nous. Il faut absolument qu'on raconte quand même un peu ton histoire. Les choses vont super bien pour toi aujourd'hui. On t'entend à la radio, on te voit à la télévision, on te lit sur Internet. Moi, je suis super content de voir que les choses vont bien. T'as vécu une passe plus difficile, beaucoup en lien avec les commentaires terribles que tu avais sur Internet. Moi, j'ai l'impression que, puis dis-moi si je me trompe, mais que c'est peut-être ce poids qu'on essaie de dédramatiser, comme Marianne fait dans la série, de dire ben non, c'est pas si grave, qui finit par nous atteindre plus qu'on pense. Ouais, puis ça prend énormément de place, puis il y a toujours une part de nous qui se dit c'est pas si pire, c'est un peu de ma faute, j'ai un peu couru après, puis tout ça c'est vivable jusqu'à temps que ça le soit plus. Puis moi, à un moment donné, les commentaires sur les réseaux sociaux, tu peux toujours décider de pas les lire ou de t'en foutre, ou de décider que les commentaires positifs font plus ton affaire que les commentaires négatifs. Puis tu sais, ça c'est une question de disposition mentale. Moi, à un moment donné, j'ai fait une dépression. Puis à ce moment-là, je peux pas dire que c'est à cause des trolls que j'ai fait une dépression, mais je sais que quand j'étais en dépression, les trolls, j'étais plus capable de les gérer. C'est ça, à un moment donné, qui a été la différence, puis qui a fait en sorte que moi, j'avais une chronique d'opinion dans le journal Métro qui m'exposait à ce genre de messages-là régulièrement. Puis quand j'étais en dépression, c'était plus possible pour moi de vivre ça. Fait que j'ai arrêté. Ouais, puis je pense que c'est important de le mentionner aussi, sans me faire soudainement expert en maladie mentale, mais c'est souvent une combinaison de facteurs stressants qui vont mener au pas vers la maladie mentale. Donc c'est pas exagéré de s'imaginer que ça a eu un impact, un poids. Maintenant que t'as passé à travers, t'as changé un peu de perspective peut-être par rapport à cet enjeu-là. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'on va s'exprimer publiquement sur Internet pour peut-être parer les coups à l'avance? Puis qu'est-ce qu'on doit dire aux internautes en général qui sont peut-être pas les problématiques, mais qui les voient souvent faire. Ben moi, je sais que j'ai dû apprendre à retravailler mon cerveau pour voir les choses plus positivement, premièrement dans ma vie en général. Mais par exemple, récemment, j'ai participé à une émission. Je savais que j'allais être exposée à des commentaires. J'ai décidé d'avoir la bienveillance envers moi-même, de pas aller lire les commentaires. Puis ça, c'est dur parce que c'est d'accepter une perte de contrôle. Puis c'est aussi, il y a plein de gens qui m'ont écrit et je compatis avec toi pour les commentaires que t'as reçus. Je suis comme mais moi j'avais décidé de pas aller les voir. Donc ça te force. Pas à l'abri. Mais ça me force pas, mais ce que ça me fait réaliser, c'est ça doit être
très négatif les commentaires, donc c'est un peu rochant, mais je me parle, puis tu sais, c'est vraiment d'apprendre à avoir de la bienveillance envers soi-même, puis parce que tu contrôles pas qu'est-ce que les gens vont dire, puis qu'est-ce que les gens vont penser de toi, puis quand t'es une personnalité publique, ben tout le monde, tu sais, t'appartiens à tout le monde, puis tout le monde a le droit de dire que c'est pas correct comment tu t'es habillé, ou c'est pas correct qu'est-ce que t'as dit, ou que t'es pas drôle, que t'es pas si. Ben c'est ça, à un moment donné, il faut juste décider de pas porter attention à ça. C'est-à-dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi aussi, t'es pas obligé de les écouter non plus. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça se rend à toi quand Exactement. même. C'est ça. Là, tu sais, je veux dire, il y a une décision de pas aller lire les commentaires, mais il y a des gens qui t'écrivent en privé, puis il y a des gens qui t'envoient des messages sur Twitter ou sur Facebook en message privé. Puis là, ça, t'es reçois, puis des fois, ça peut être violent, mais c'est ça. Après ça, moi, j'ai réalisé que j'avais pas de contrôle là-dessus. Puis, tu sais, les recours qu'on a, c'est pas grand-chose. Tu sais, tu peux dire, ça, c'est pas fin, qu'est-ce que vous avez dit, madame? Exact, parce que, bon, il y a les recours policiers lorsque ça devient du harcèlement criminel, mais il y a tout un espèce de spectre avant ça où on peut bloquer, puis là, ça devient la police de Facebook, la police d'Instagram, la police de Google. Souvent, on se fait dire, ben, bloquez-les. Sauf que quand tu bloques quelqu'un, il peut continuer à dire des bêtises à ton sujet pendant des mois, puis là, tu fais juste ne plus le voir. Ouais. Moi, ça m'est arrivé qu'il y a un troll que j'avais bloqué sur Twitter et il continuait de dire des choses des propos de plus en plus dérangeants à mon égard et de plus en plus inquiétants sur lesquels j'aurais voulu porter une attention particulière parce que c'était menaçant pour moi. Ben j'avais pas accès à ça. J'ai eu accès plus tard parce que je suis allée voir où est-ce qu'on était rendu avec sa maladie mentale. Mais bref. Ce qui arrive beaucoup aussi avec les trolls, justement, c'est quand t'en bloques un ou tu sais quelqu'un qui t'harcèle ou qui t'envoie des mauvais commentaires. Ce qu'ils vont faire aussi souvent, c'est qu'ils vont juste créer un autre compte et la continuer la même campagne et t'harceler aussi. Moi, il y a pas une femme qui travaille dans les jeux que je suis. Tu sais, j'en suis plein sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il y en a pas une que j'ai pas vue qui a été insulté, harcelé, peut-être pas menacé, mais tu le vois tout le temps. Et ce qui arrive souvent, juste pour dire aussi, tu parles des recours dont on a, auxquels on a accès, il y en a beaucoup qui finissent juste par lâcher les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas vraiment de recours. T'sais, à moins que ça se rende jusqu'à la police, le fait qu'on voit ça même avec beaucoup de vedettes aussi, qui se rendent au point où elles lâchent Instagram, Twitter, etc. Si les gens se rendent à ce point-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options, elles n'ont pas d'options pour bloquer les gens, pour essayer de trouver une solution à une justice quelconque par rapport à ce qu'on leur fait, ou même d'essayer de communiquer sans se faire harceler constamment comme ça. Toi, Philippe, tu connaissais ces histoires-là dans le domaine du gaming. T'étais familier avec peut-être avec l'histoire de Judith aussi, ou d'autres femmes qui se font souvent harceler. Comment tu t'es assuré que la série garde un ton véridique sur ces sujets-là? Ben, il n'y avait pas que moi, mais moi, j'ai beaucoup de la consultation que j'ai faite pour la série, ça a été vraiment d'après mes expériences personnelles, juste soit ce que j'ai vécu, soit les gens que je connais dans l'industrie qui ont vécu ça. Et donc, il fallait pas vraiment que j'aille chercher très loin, parce que il y a des exemples de ça au quotidien. Chaque fois que j'ouvre Twitter, je vois une femme qui travaille dans les jeux vidéo, qui se fait insulter, qui parle du fait qu'il n'y a pas de recours, que Twitter serait cool si vous nous donniez plus d'options, etc. Donc, c'était vraiment juste de me fier à ça, de parler à quelques personnes. Des plateformes aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout un autre débat aussi, tout un autre discours, la responsabilité des plateformes par rapport au contenu qui est affiché sur elles versus le respect de le droit de parole. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, je le sais aux avocats, aux experts, je dirais. Mais oui, c'est sûr que c'est un problème aussi de ce point de vue-là. Au moins que peut-être qu'ils pourraient faire plus, mais il faut vraiment pas chercher loin pour voir des exemples de ça. Et donc, pour trouver des exemples qu'on a pu ensuite utiliser pour la série ou que j'ai pu montrer à Mylène. Puis, oui, ça c'est arrivé souvent. En fait, elle me demandait, donne-moi des exemples même d'insultes ou des trucs comme ça. Co-autrice de la série. Pardon, oui, c'est ça. Mylène Cholet, justement, la co-auteure. Et puis moi, je faisais une recherche sur Reddit, sur Twitter en 2 secondes. Je trouvais plein d'exemples d'insultes. Puis le Gamergate, c'est très documenté, la violence que ces femmes-là ont subie. On en a parlé dans l'épisode 1, mais c'est effectivement une des inspirations pour la série. C'est pas une représentation fidèle du Gamergate, mais le Gamergate démontre que ça peut arriver. C'est ce qu'on disait beaucoup en analysant la série entre collègues. C'est la série est construite sur des trucs qui arrivent vraiment.
peut-être que c'est particulier que ça arrive en même temps à la même personne, mais c'est ce qui fait que c'est une série de fiction et un thriller. Il faut bien sûr grossir un peu la réalité, sauf que chaque chose qui arrive dans la série est arrivée ou arrive tous les jours. Hey! Hey! J'ai reçu un appel à l'hôpital. OK. Ben, j'avais du GHB dans le sang. OK. Regarde, là. T'arrêtes de niaiser. Demain, on s'en va au poste. On va parler à la police. Si t'avais Marianne devant toi, Judith, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire différemment par rapport à ce qu'elle vit présentement? Moi, j'ai juste de l'empathie pour Marianne parce que, tu sais, il y a pas grand-chose que tu peux faire de mieux dans le sens que c'est pas de sa faute, tu sais. Puis j'aurais juste le goût de dire... Rappelle-toi que c'est pas de ta faute, que tu sais on est dans un monde misogyne, tu sais c'est difficile pour les femmes. Aie de la bienveillance envers toi-même pour combler la malveillance que tu subis, tu sais. Est-ce qu'on doit être bienveillant envers nos trolls? Ben, c'est bouddhiste, là. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a l'humoriste Sarah Silverman qui a répondu à un troll en lui disant... de façon très positive. De façon très positive, je comprends ta détresse, nanana, as-tu besoin d'aide? Je résume, là, c'est peut-être pas exactement ça. Puis, tu sais, ça a super bien viré. Je pense que je suis d'accord avec cette approche-là. Je pense que c'est pas toujours possible. Puis on est des humains. C'est un gros fardeau. C'est un gros fardeau. On est des humains. Puis ce que les gens réalisent pas aussi, c'est les gens s'imaginent qu'un troll c'est quelqu'un d'excessivement violent avec des propos extrêmes. Tu sais, le harcèlement dans la vie, c'est quand tu reçois des commentaires répétés dans un même contexte. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que mettons, un commentaire pris isolément est peut-être pas grave. C'est juste que quand tu t'exposes publiquement, t'en reçois 1000 comme ça par jour. Puis ça devient drainant, ça devient épuisant. Puis c'est ça qui finit par devenir du harcèlement. Ça veut pas dire qu'une personne t'a harcelé. C'est juste que les commentaires de tout le monde envers toi sont l'équivalent d'une forme de harcèlement. Puis effectivement, ça devient difficile avec la récurrence, mais il y a aussi le type de commentaire. On en parlait avec Stéphanie dans l'épisode 1. Elle disait, moi, il y a du trolling que je trouve pas grave. Il y a du trolling qui est bon enfant, mais il y a du trolling où là, c'est de vraies menaces. Est-ce que tu catégorises les trolls? Mais c'est difficile parce que, tu sais, la ligne est floue, puis effectivement, tu sais, des fois, c'est tellement gros que c'est moins grave. Des fois, plus c'est subtil et insidieux, plus ça fait mal. Fait que c'est vraiment difficile à catégoriser. Puis, tu sais, c'est vraiment rendu là, c'est bien intime. Puis c'est comment tu le ressens. Puis ça se peut que ça touche à un point sensible, particulièrement à toi, qu'à quelqu'un d'autre, ça y ferait rien. Mais il a réussi ce jour-là, ce troll-là, à toucher ta corde sensible qui fait que tu la goutte qui fait déborder le vase ou le drôle de message qui te surprend aussi, comme tu mentionnais, tu te sens protégé parce que tu vis une vie entre guillemets normale et immédiatement t'es ramené dans la politique de ta passion qui est les jeux vidéo ou pour d'autres les réseaux sociaux et la prise d'opinion publique. Certainement on va continuer de croiser des trolls. Quand on était un peu plus en mode solution dernièrement, on parlait peut-être de ne pas dramatiser les chevaliers blancs, de ne pas les accuser d'être des chevaliers blancs ou encore d'encourager les gens qui vont mentionner les problématiques lorsqu'ils les voient passer plutôt que d'être témoins. Autant dans la vraie vie que sur Internet. Est-ce que c'est une des pistes de solution selon vous, Philippe et Judith? Une piste de solution peut-être. On aimerait, je pense qu'on est tous tellement à la recherche de solutions, qui sait nécessairement. Mais le fait de défendre ou de rentrer dans une conversation en ligne quand on voit ça, pour moi, oui, ça ne peut qu'être du positif. C'est-à-dire que de montrer au moins à la personne qui se fait insulter qu'il y a des gens là pour l'aider, ça ne peut qu'être qu'une bonne chose. Et oui, c'est sûr que des gens se font traiter de white knight ou on voit beaucoup social justice warrior qui est utilisé comme insulte. Oui. Mais a priori, quand on traite les gens de ça, c'est quoi? C'est des gens qui ont de l'empathie pour les autres puis qui s'occupent, qui se préoccupent du bienfait des autres. Qui prennent de leur temps pour lutter contre Absolument. C'est ça. Mais pour de vrai, ça enlève un fardeau des épaules. Moi, quand je vois des gens prendre ma défense sur Internet, ça me fait du bien. Ça marche. Des fois, je suis comme, peut-être pas de cette façon. Mais je suis rendu là, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais souvent, je suis comme,
oh, merci. Mais c'est vrai que ça enlève du fardeau que t'as, parce qu'effectivement... Ouais. Moi, je peux pas répondre à tout le monde. Puis, au moins, tu te sens pas seul. C'est moins seul exactement. que, OK, il y a quelqu'un qui a mon bac un peu. Voilà. Et moi qui l'ai déjà vécu à moindre égard, sans aucun doute, quand effectivement ta communauté commence à répondre directement à tes trolls, t'as l'impression que t'as gagné du temps dans ta journée. Parce que définitivement, des fois tu peux prendre le temps de le faire toi-même, puis ça peut être très drainant, surtout quand c'est des messages aussi intenses que ce que Marianne reçoit, ce que des filles reçoivent à tous les jours aujourd'hui, malheureusement, comme on l'a déjà entendu. Déjà, on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures, faire des films et des documentaires, mais on est déjà près de la fin de notre enregistrement. Merci infiniment, Judith, pour tout ton temps. On continue de te suivre et on continue de la défendre sur les réseaux sociaux. On va lui donner des pauses bien méritées une fois de temps en temps. Et nous serons de fiers chevaliers blancs et des fiers SJW. Tu as déjà commencé à jouer avec cette espèce de réappropriation du Social Justice Warrior. Ouais, un terme qui a été popularisé d'ailleurs pendant le Gamergate. Mais moi, c'est un concept que j'adore, le Social Justice Warrior. Quelqu'un qui prend son temps pour essayer de ramener l'équité sociale tranquillement. Oui. Mais puis pour bien contextualiser aussi, c'est sûr que j'ai l'impression que c'est facile à attaquer un Social Justice Warrior qui devient identitaire dans sa manière de défendre les gens. Ça c'est devenu une caricature. Exact. Mais au-delà de la caricature, c'est des gens qui partent d'une bonne intention puis qui veulent défendre des causes qui leur paraissent importantes. Et peut-être que plus on aura de Social Justice Warriors, moins extrêmes ils seront. Donc si les hommes et les femmes et les internautes en général apprennent à être peut-être un peu plus empathiques, sans en faire une mission personnelle quotidienne, peut-être qu'on pourra assainir le ton tranquillement. Bref, je l'espère. Merci infiniment d'avoir été là. On a hâte de savoir ce qui se passe dans l'épisode 3. Moi, je vous dis rien, mais je sais qu'il y a un gros punch à la fin de l'épisode 3 que je n'ai pas vu venir. J'en dis pas plus. Judith, merci infiniment d'avoir été là. Philippe, plaisir. Merci d'avoir été là aussi. Merci, grand plaisir. On se part une petite tune jazz, puis on fait les crédits, mesdames et messieurs. À la réalisation, Bastien Gagnon, la France. Direction technique, Gabriel Meunier. Recherche, Véronique Trudeau. Contenu, Mylène Cholet. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin pour Amalga. Pour plus d'informations sur le jeu, allez sur www.lejeutva.ca. Mon nom est Fred Bastien. Très heureux de réfléchir à voix haute avec vous. C'est bien dit, ça. C'est belle formulation. Hein?